Je vois beaucoup de JSON partagés, de webhooks qui se lancent sur les vidéos YouTube, etc. Mais on ne parle jamais de comment sécuriser en fait ces webhooks. Et pourquoi les sécuriser surtout? Imaginez un webhook sans sécurité, l'URL, sans le faire exprès, vous la donnez ou elle est trouvée dans un de vos codes, par exemple. On peut injecter des choses via cette URL et utiliser vos webhooks sans que vous le sachiez, exécuter des workflows qui ne sont pas exécutés par vous ou votre serveur. Donc ici, ce que je vais montrer, c'est les trois types de sécurité au niveau d'un call webhook. Très important en fait, hein. Donc on n'en parle jamais assez souvent de la sécurité de vos workflows, mais si vous faites de la production ou même pour vous, afin d'éviter d'être piraté ou d'être victime de phishing, comme un membre de la communauté School a expliqué, comme quoi on avait détourné son webhook directement pour pouvoir implanter en fait un système de phishing sur son serveur. Donc voilà, en parlant de la communauté School, n'hésitez pas. Elle se trouve ici, le lien est dans la description. Il y a une bonne animation, il y a 190 membres, tout le monde participe, tout le monde répond. Moi, je suis disponible presque H24. Donc voilà, je réponds à vos questions, on fait des calls ensemble, et tout ça, bien sûr, gratuitement. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et aussi pour voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous et lâchez un petit like. Et mettez-moi en commentaire si vous protégez déjà vos webhooks. Alors, je viens sur la vidéo. Il y a trois types. Je vous ai fait un petit tableau ici. Je vous ai fait même une petite page de test. Je vais la mettre dans la description. Comme ça, vous pourrez avoir un mémo. Donc, il y a trois types de protection, hein. Donc, quand vous créez un webhook, vous avez toujours authentification, enfin authentication dans la version anglaise. Et donc, on voit qu'il y a trois types: basic, header ou JSON token, donc JWT. Alors tout simplement, je vais juste faire le point avec vous. C'est sur l'authentification basique. Donc c'est un peu, vous imaginez rentrer dans un immeuble sécurisé et le gardien vous demande tout simplement votre nom et votre mot de passe. C'est comme ça que ça fonctionne cette sécurité. Mais en réalité, c'est un peu comme si vous allez noter votre user et votre mot de passe sur un post-it et que vous le donnez à quelqu'un d'autre. Donc le gardien, lui, il saura rentrer avec votre code d'accès. Alors le header authentification, là c'est comme avoir un badge en fait d'accès spécial. Donc au lieu de donner le nom et le mot de passe à un gardien, vous badgez. Et c'est le système qui va savoir que vous êtes bien identifié. Comme un badge en entreprise avec vos données personnelles par exemple. Et alors il y a le token JSON qui est le plus sécurisé. Donc là c'est pensé comme si c'était un passeport numérique. Il sait seulement qui vous êtes, il contient aussi vos informations sur vous et une date d'expiration aussi. Donc un peu comme vous passez à la douane, on met votre cachet, vous avez 15 jours en vacances, et c'est tout. Donc il est signé numériquement, vraiment comme un tampon, et pour garantir qu'il n'a jamais été modifié en fait. Donc c'est la méthode la plus sécurisée, mais aussi un peu la plus complexe à mettre en place, et tout dépend de ce que vous recherchez aussi par rapport à ça. Alors des cas concrets, donc dans les cas concrets par exemple, pour l'authentification basique, une PME ou une entreprise qui développe un outil interne de gestion de congés. La authentification basique, c'est de l'interne. L'application est utilisée uniquement par les employés. Donc, username, mot de passe, et on envoie, c'est tout simple. Ensuite, pour le header authentification, vous créez une API de météo, par exemple. Et là, les clients, etc., doivent avoir accès de l'extérieur directement à votre API. Vous l'utilisez tout le temps, en fait, ce type de sécurité quand vous faites des appels API avec un HTTP request, par exemple, dans votre nœud. Et donc, chaque client reçoit une clé API unique à inclure dans les entêtes HTTP. Comme ça, on sait que c'est ce client-là qui appelle, en fait, ce workflow. Et ensuite, avec le JWT token, un site e-commerce, par exemple, avec une application mobile, il faut gérer les sessions utilisateurs avec des informations sur les permissions, les rôles, si c'est un modérateur, si c'est un admin, etc. Et donc ce token-là, qui a une date d'expiration, parce qu'il va falloir à un moment donné se reloguer, en fait, ça même pour régénérer ce token, il contient vraiment tout l'ID, le rôle, etc. C'est parfait pour une architecture en microservices si vous développez un SaaS, par exemple, avec N8N. Alors, les cas d'utilisation, les avantages et les inconvénients. Donc, on l'a dit pour l'authentification basique.
L'API interne, test et développement, intégration facile. C'est simple à implémenter, c'est universel, c'est intégré au navigateur. Mais les inconvénients, la sécurité est limitée, puisqu'on peut savoir, en fait, si on connaît votre mot de passe et votre username, ben c'est simple à pirater. Il n'y a pas de gestion de session non plus, et les crédentiels sont en clair directement dans le code. L'authentification via header, API publique, service B2B, intégration entre machine et machine si elles communiquent entre elles, simple à utiliser, c'est facile à révoquer, hein. Il suffit de changer, on va le voir dans l'exemple, et c'est une bonne performance. Il n'y a pas de standard, les clés sont manuelles par contre, il n'y a pas de génération de clés, et il y a aussi un risque d'exposition de la clé. Si on connaît votre clé API, ben on sait faire tout avec. J'ai eu le cas quand j'ai fait ma vidéo avec l'API de YouTube, où quelqu'un l'avait utilisé pour faire 10 000 requêtes en 5 minutes. Et ensuite, le JSON token en authentification pour les applications web modernes en production, surtout les architectures en microservices, les SaaS, etc. Transport de données sécurisé, c'est des standards bien établis. Par contre, il y a une complexité d'implémentation et une gestion d'expiration. Pourquoi? Parce que là, il va falloir générer ces tokens via un code, que ce soit en Python, que ce soit dans un autre langage. Il faut absolument générer ce code-là. Donc, passons aux exemples, hein. Donc, on revient sur la simple authentification basique. J'ai mis le nœud ici, basique authentification. Donc, vous créez un trigger, un webhook, pardon, et là, vous choisissez basique authentification ici. Et il va falloir créer des credentials. Donc, pour créer les credentials, voilà, create new credential. Username, pour l'exemple, j'ai mis admin. Et pour le password, j'ai mis super secret. On sauvegarde. Oups. Je vais le sauvegarder en démo. Haute basique. Voilà. Haute plutôt. Voilà, ici, on sauvegarde. Merci. Donc, démo haute basique. On clique pour tester l'événement. Si je teste cette méthode, donc il va appeler via l'URL, ça c'est l'URL test de mon webhook, avec l'admin et le mot de passe directement envoyé en fait dans cette URL là. On teste la méthode, youpi, ça fonctionne. On a bien notre webhook qui a été activé. Si maintenant je change dans les credentials par exemple et que je ne mets pas admin, je vais mettre user, je sauvegarde. On fait un listen for test. Voilà, c'est en cours. Si je fais tester cette méthode, erreur 403, on n'est pas authentifié, donc le workflow ne va pas se lancer. Alors deuxième, donc voilà, vérification, Nutel vérifie que l'entête autorisation contient bien basique avec l'admin et super secret, mais vous voyez, c'est en dur directement. Donc ça veut dire que si vous le mettez dans votre code, on le verra. Header authentification, là on parle de clé API. Le deuxième ici. Hop là. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'event. Voilà. Donc, authentification, header authentification. On crée ses credentials. Je vais renommer demo header directement. Le nom X appliqué ou appliqué ou key, ça c'est ce que vous voulez. Mais généralement, on utilise quelque chose qui ressemble quand même à cela. Vous le voyez vous-même quand vous faites des HTTP requests vers d'autres sites. Et alors, on met en value un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sauvegarde. On fait un listen for test et on teste la méthode ici. Hop, youpi, les petits confettis, ça fonctionne. Notre webhook il est lancé. Et en plus de ça, on voit que là, à ce moment-là, l'appliqué n'est pas... Enfin, elle est en dur aussi, mais ça passe par le header directement du navigateur, donc c'est plus sécurisé, comme on l'avait dit juste avant. Si maintenant, je change ici, non, on va peut-être pas changer le nom peut rester pareil, mais si je mets un autre mot de passe, save, listen for test, tester cette méthode, la clé API n'est pas correcte,
Donc impossible que ça fonctionne. Ce qui est sympa dans vos tests ou quand vous fournissez des JSON par exemple en exemple, bah, il suffira tout simplement de changer de clé API dans votre système. Alors le JSON Authentication, donc c'est un token qui est généré ici. Donc là je l'ai généré comme ceci, en algorithme HS256 et une expiration d'1 heure. Donc vous pouvez changer hein, ça au niveau de la sécurité, mais c'est déjà pas mal. Et là on dit que c'est le user ID 42, donc c'est la personne qui s'est connectée par exemple à un système qui s'appelle 42. On va lui générer en fait un token secret. Donc si on revient dans mon nœud ici, JWT Authentication, on va créer des crédentials comme ceci. Alors tout simplement c'est en passphrase, et alors en secret, on va mettre la clé secrète, c'est la clé qui va être utilisée pour générer un token. Donc ensuite ça décrypte dans l'autre sens en fait, grâce à cette clé secrète. On sauvegarde. Je sais que c'est un petit peu technique, j'essaye d'être le plus clair possible et vulgariser la chose, mais c'est super important. On fait un listen for test event. On est connecté en user ID 42. Et quand je vais cliquer sur tester la méthode, il va générer en fait le token qui va l'envoyer en bearer token ici, dans le header, mais crypté. Et il sera décrypté par la clé secrète en fait dans votre workflow. Je teste, petit confetti, on est bon. Si on voit bien ici, on a une expiration en fait en timestamp qui est ici. Donc si je reviens dans 1 heure et que je clique ici, il va devoir régénérer un autre token si je suis encore logué en user ID 42. Si je ne suis plus logué ou qu'il y a un time mode par rapport au user et à la connexion, je vais devoir me reconnecter et refaire tester cette méthode pour pouvoir régénérer un code. Vous pouvez changer l'expiration, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser en commentaire, en description, pardon, le lien de cette petite page-là. Et après, amusez-vous, ça c'est certain, mais surtout, pensez vraiment à authentifier vos appels webhook pour vos workflows. Ça vous évitera beaucoup de problèmes par la suite quand vous partagez, quand vous montrez en vidéo, quand vous mettez en production chez des clients. Là, j'insiste bien, il n'y a aucune raison de pas sécuriser vos webhooks pour éviter les injections. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On n'en parle pas assez. Je ferai d'autres vidéos plus poussées sur la sécurité au niveau des workflows pour éviter toute tentative de piratage de vos workflows et d'utiliser ceci à d'autres fins malveillantes. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, malheureusement, beaucoup de personnes peuvent plus facilement pirater vos datas qu'il y a quelques années d'ici. Donc voilà, c'est un peu la porte ouverte à tout le monde. À bientôt, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-moi sur Skool, il y a vraiment de belles choses à voir. Salut!